La gratuité de soins est devenue une réalité dans le pays depuis 2016 déjà. Les autorités veulent aller bien au-delà en mettant en place un système très ambitieux d'assurance maladie universelle qui doit couvrir donc tout le monde. Nous organisons ce panel ce matin, c'est parce que nous pensons que nous tous qui sommes dans cette salle, nous avons un rôle à jouer dans donc la concrétisation et la bonne mise en œuvre de ces deux mesures qui sont là pour améliorer l'accès aux soins et un jour même arriver à une couverture sanitaire universelle. Pour commencer, d'entrée de jeu, Dr Yambiro, quelle est la situation de l'effectivité et quels sont les résultats en termes de recours aux soins actuellement au Burkina Faso? Dans les formations sanitaires publiques de l'État, on peut confirmer que l'accès aux soins pour les femmes et pour les enfants de moins de 5 ans, cet accès se fait sans demander une contribution directe, comme il en était avant 2016. Ça a été une décision courageuse, une forte décision émanant du programme présidentiel de pouvoir faire de l'accès de santé pour tous vraiment la marche vers la couverture sanitaire universelle. Et ceci dit, au jour d'aujourd'hui, je peux vous rassurer qu'à travers les indicateurs que nous avons sous la main, à travers les rapports que nous recevons régulièrement de ce qui se passe sur le terrain, la gratuité des soins pour les deux groupes cibles est effective et qu'elle profite à des millions de bénéficiaires chaque année. Et dans ce principe d'effectivité, nous avons fait en sorte qu'il y ait un contrat avec des ONG pour pouvoir nous renseigner à chaque instant quels sont les niveaux de défaillance, quels sont les niveaux d'effectivité pour que nous puissions corriger au fur et à mesure. C'est une première dans la sous-région. Je ne pense pas que dans un pays, un gouvernement accepte de mettre des ressources financières de l'État en contractant avec des ONG, et je pense que c'est de notre devoir de pouvoir capitaliser et puis de pouvoir renforcer ce dispositif de séparation de fonctions. Parce que qui parle de séparation de fonctions parle aussi de l'un des objectifs de la couverture sanitaire universelle qui est surtout la transparence qui garantit le succès vers la marche vers la couverture sanitaire universelle. Comment l'État va résorber le déficit en personnel? Parce qu'on voit qu'il y a une charge de plus en plus continue au niveau du personnel de santé, alors qu'on veut aller à l'assurance maladie universelle. Ça va entraîner encore plus de demandes. La charge de travail implique des indicateurs en rapport avec ce que la personne doit faire. Aujourd'hui, il est difficile pour le ministère de la Santé de pouvoir établir, par exemple, un médecin qui est mis à la disposition ou un agent de santé qui est mis à la disposition d'une structure de santé. Tu dois faire combien de consultations, combien d'accouchements, etc. Avant la gratuité des soins, est-ce que ce qui était fait par les agents de santé, est-ce que c'est ça qui était la normale? En fait, c'est ça la question. Maintenant, la gratuité a permis d'avoir des populations qui viennent. On a effectivement une augmentation de la fréquentation, mais il nous faut des chiffres pour pouvoir évaluer et puis dire qu'il y a une charge ou il n'y a pas de charge de travail. À cet effet, en 2017, j'ai encadré un étudiant de l'IFRIS qui a fait un mémoire sur la charge de travail dans 11 centres de santé du district sanitaire de Bogodogo. On s'est rendu compte que sur les 11 centres de santé, en réalité, pour ce qui concerne la période gratuité des soins, il n'y avait seulement qu'une pression négative, c'est-à-dire que là où la charge était élevée, sur 3 CSPS, c'est Koubli, il y a un deuxième qui est sur la route de Fada, c'est un peu dans les CSPS en milieu rural. Mais en ville, il n'y avait pas de charge de travail élevée par rapport au nombre d'agents de santé qui y travaillent. Donc, sur cette base, nous avons fait le plaidoyer auprès des PTF pour pouvoir étendre l'étude sur tout le territoire national et en faire un dispositif pour pouvoir affecter les ressources humaines de façon équitable. L'outil, on l'appelle le WISN, c'est en anglais. C'est en fait un outil qui permet, pour chaque centre de santé, pour chaque catégorie de personnel de santé, évaluer le nombre qu'il faut et pouvoir mettre les ressources qu'il faut. C'est ça qui va nous permettre de redéfinir de façon équitable
les ressources humaines au sein des formations sanitaires. Notre objectif, c'est de faire la situation et de laisser là où il y a beaucoup, continuer jusqu'à ce que ça puisse s'équilibrer avec la fréquentation. Et les nouveaux agents qui vont sortir, on va même aller à l'informatisation pour mettre ça en ligne. Chacun pourra cliquer pour voir dans tel CSPS, on a besoin de tant d'infirmiers, il y a tant qui existe, il manque tant, ainsi de suite, de façon transparente. La gratuité est en place, ça fait 2 ans, et tout le monde sait que le véritable problème, jusqu'à aujourd'hui en tout cas, c'est la disponibilité des médicaments, en termes de satisfaction. C'est-à-dire même des commandes, déjà au niveau, n'est-ce pas, des districts, encore plus dans les centres de santé. Donc, je voudrais juste savoir si aujourd'hui il y a des dispositions particulières qui ont été prises. Sinon, ça va donner plutôt l'impression de construire un peu sur du fragile, dans la mesure où déjà, rien que les centres de santé, assurer en fait, n'est-ce pas, la disponibilité des médicaments dans les centres de santé pose problème, et qu'on veuille aller au niveau communautaire. C'est comme si on ajoutait une couche supplémentaire en termes de dépenses ou en termes de consommation de médicaments. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est mis en place pour garantir que, en fait, on va améliorer cette disponibilité, non seulement au niveau des centres de santé, mais aussi au niveau de la communauté? Merci. On se souvient que quand on a commencé la politique de gratuité des soins en avril 2016, juste 2 mois après, il y a eu la crise qui a secoué la CAMEG. Je dois préciser que, en fait, la CAMEG, en réalité, acquiert les médicaments de l'international. Et l'industrie pharmaceutique est basée sur des principes de, j'allais dire, de couverture sur 1 année, 2 ans, souvent 3 ans. Donc, cette crise qui a secoué la CAMEG pendant au moins 10 mois a eu un impact négatif sur la confiance que les fournisseurs avaient vis-à-vis de la CAMEG. Certains fournisseurs même ont réclamé à la CAMEG de payer cash avant de livrer les médicaments. Alors que bien avant, la CAMEG pouvait recevoir des médicaments pour pouvoir liquider et puis payer les factures au fur et à mesure. Donc, à partir de avril 2018, on a pu résoudre la crise en mettant en place une équipe selon les règles internationales avec l'installation d'un directeur général, etc. Et ça a permis à l'équipe de la CAMEG de renouer le dialogue avec les fournisseurs. Et aujourd'hui, on est quitté de 50% de taux de satisfaction au mois de février et au mois de septembre, hier, on était à 77%. C'est dire que la CAMEG est en train de relancer son dispositif et j'ai même demandé de féliciter l'équipe de la CAMEG parce qu'on n'a jamais atteint le niveau de 77% de satisfaction des médicaments depuis que la gratuité des soins a commencé. C'est pour dire que l'étape qui suit maintenant, c'est de voir à l'interne des formations sanitaires s'il y a problème de rupture, qu'est-ce qui se passe, est-ce que c'est un problème de gestion, est-ce que c'est un problème ainsi de suite. Donc, je pense qu'à ce niveau également, on devrait pouvoir se rassurer que les prochains moments, il y aura peu de soucis par rapport à la disponibilité des médicaments. Docteur Yves Kinda, vous êtes nouvellement promu directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie universelle et vous avez été installé donc dans vos fonctions. Et ça fait longtemps que vous travaillez donc sur le processus. À ce jour, où est-ce qu'on en est avec la mise en place du régime d'assurance maladie universelle? Donc la loi a été adoptée, la caisse a été créée cette année, au mois d'avril, et puis moi-même j'ai été nommé au mois de juillet et installé tout récemment. Et puis dans le calendrier d'opérationnalisation adopté par le Conseil des ministres au mois de janvier, il est prévu le transfert rapide de la gratuité des soins. Pourquoi? Parce qu'en réalité, et ça c'est une question qui allait venir, quand est-ce qu'on va voir concrètement le régime commencer? Le régime a commencé grâce au travail du ministère de la Santé. Parce qu'en réalité, c'est parce que c'est difficile, c'est long, c'est lourd de créer un régime universel que le président avait donné instruction pour que le régime commence par les populations les plus fragiles. Monsieur le DG, le régime d'assurance dont il est question ici pose à la base le principe de l'universalité. Qu'en est-il? Qu'est-ce que cela veut dire en français facile, l'universalité? L'universalité, c'est tout un programme. Quand on dit universel, c'est-à-dire c'est tout le monde
en même temps les mêmes prestations, les mêmes droits, quasiment les mêmes obligations. Certes, la loi dit qu'il y a universalité, mais il faut aller de façon progressive et prudente. Pour sécuriser ce qui est déjà acquis, la gratuité des soins, il faut la sécuriser. On peut se permettre, et même ça, j'ai peur, je tremble quand je le dis, on peut se permettre d'échouer sur le reste. Parce qu'on se dit on va expérimenter autre chose. Mais la gratuité doit être considérée comme un acquis. C'est pour ça que l'assurance maladie commence pour la première année dans la région des Hauts-Bassins. Il y a beaucoup de monde du centre et du nord sur le secteur informel. Le secteur formel, tout le territoire, c'est facile. C'est quelque chose comme 400 000 personnes dont on connaît les noms, dont on a les registres, on connaît aussi leur capacité contributive. Et pour le secteur informel, 4 premières régions pour commencer. Et l'année qui suit, au fur et à mesure des années, on étend pour justement essayer d'absorber au maximum la charge financière. Quand vous voyez la précipitation dans laquelle on a mis la politique de gratuité des soins à la veille des élections municipales, on donne un indicateur pour 2020 de 25%. J'ai même été surpris parce que pour moi, selon le chronogramme, on ne pouvait pas atteindre ces choses. Et que le DG me dise tout de suite que même on est au-delà. J'ai de sérieuses inquiétudes. Une chose est d'avoir une politique d'assurance, mais efficace et pérenne. Et moi, je m'inquiète sur la pérennité de cette question-là. Première préoccupation, déjà concerne cette loi, la loi 60-2015 CNT qui a été votée et qui rend obligatoire la couverture sanitaire universelle. Est-ce à dire? Ça dit que c'est un devoir que tout individu résident au Burkina Faso soit pris en compte et soigné en cas donc de maladie. J'étais un peu désemparé tout à l'heure quand je suivais le DG expliquant un peu le processus, à savoir qu'il fallait que ça aille progressivement. C'est tout à fait normal. Mais dans ces conditions-là, il fallait alors relire la loi pour l'adapter. Parce que sinon, comment expliquer que quelqu'un, puisqu'il disait que pour l'informel, il y a 4 régions qui allaient être prises en compte et que les autres allaient venir par la suite. En ces conditions, je me dis qu'il se pourrait qu'il y ait des individus qui attaquent justement le gouvernement par rapport à cette situation. Pour revenir à la question de est-ce qu'on ne se précipite pas déjà? On ne se précipite pas. Beaucoup de travail technique est fait. Docteur Yamouero, quand il vous parle du ministère de la Santé. Mais il faut savoir que toutes les questions en lien avec l'offre de soins sont gérées par eux. L'assurance maladie s'occupe de voir comment on trouve de l'argent pour financer tout ça. Depuis 2016, quand le président a donné instruction pour qu'on accélère la cadence, on a d'abord tenu un premier conseil gouvernemental avec les ministres les plus directement concernés. Et là, le Premier ministre nous a dit présentez comment vous voyez la chose. Quand on a fini, on nous a dit c'est pas bon, parce que c'est théorique. Faites des études et dites-nous concrètement, avec des chiffres à l'appui, comment on peut évoluer. On a fait une 15aine d'études. Le panier de soins, la nomenclature des actes des professionnels de santé, que le ministère de la Santé n'a pas. Donc les tarifs. On a un plan de communication, un plan de développement stratégique, un plan de couverture des mutuelles sociales, une étude actuarielle, un schéma informatique. Tout ça, c'est prêt. On attendait que le gouvernement valide les grandes options. Quand on a fini ça, on est reparti présenter ça en conseil gouvernemental encore, sous la présidence du conseil du Premier ministre, qui nous a dit « Ok, ça me semble cohérent, rencontrer les partenaires sociaux ». Et donc, nous avons invité le patronat, les syndicats de travailleurs, le secteur informel. Pendant 2 jours, on a discuté, chaque groupe pris à part. C'est là que le secteur informel, justement, nous a dit « Chez nous, là, il y a de l'argent. Si vous cherchez bien, vous allez trouver. » Le patronat nous a dit « Ok pour y aller, mais on ne veut pas être seul à financer. Trouver le moyen d'étaler la charge de financement. » Les travailleurs nous ont dit « Ok, on y va si les patrons nous aident à payer une partie de la cotisation. » Sur le RAMU, effectivement, l'honorable député a raison. Le caractère obligatoire a été affirmé, mais dans la mise en œuvre, on est obligé d'aller de façon progressive. Mais bon, les députés ont permis au gouvernement de prendre des décrets pour la mise en œuvre
Donc en fait, il y a une fenêtre qui est ouverte. Le gouvernement, dans la mise en œuvre, doit aller vers l'universalité, mais vu les ressources, le gouvernement peut lisser. Maintenant, là où vous avez raison, et on est tous d'accord, la loi, il faudra qu'on la relise, parce qu'il n'y a pas que cette question-là. C'est par rapport à l'enrôlement. Et puis expliquer clairement la différence entre l'assurance volontaire au niveau de la CNSS, où au début, on a vu les hommes politiques, comme il y a des hommes politiques, pouvoir comme opposition ici, qui ont enrôlé même des chefs coutumiers pour l'assurance volontaire. Et les gens n'ont pas pu payer. Il faut éviter aussi que l'assurance, comme celle-ci elle est obligatoire, il ne faut pas qu'on enrôle 100 personnes et qui doivent payer, contribuer au moins pour 200 ou 300 francs par mois et qu'au bout de 2 mois, les gens ne payent pas. Et il y a des gens qui partent dans des pharmacies, on dit non, c'est vrai que vous avez tel bon, mais on n'a pas les produits pour vous donner. C'est ça notre inquiétude. Si vous impliquez les communes, rurales comme urbaines, et les associations professionnelles des acteurs de l'économie informelle, je pense que le problème ne va pas se poser. Mais si les gens vont rester dans leur bureau, appeler peut-être le maire pour dire que bon, il y a tel produit qui est là, ça ne va pas marcher. Merci. Pour l'indigence, au Premier ministère, il y a un registre qui est en train d'être mis en place par le secrétariat permanent du Conseil national de la protection sociale. Et comme c'est quand même un registre officiel, je pense que c'est ça que nous allons utiliser comme référence. Et la loi sur l'assurance maladie dit que pour les indigents, il y a une prise en charge intégralement gratuite. Et ça, c'est pris en charge par l'État. Madame Soulama, vous êtes du réseau d'accès aux mutuelles de santé et cela fait environ 30 ans que les mutuelles sociales opèrent au Burkina. Mais jusque-là, elles n'ont pas encore atteint une couverture de plus de 10% de la population. Pouvez-vous nous parler des difficultés auxquelles font face les mutuelles de santé, aussi bien pour l'enrôlement des populations que pour leur fonctionnement de façon générale? Certaines communautés n'ont pas cette culture de la prévoyance de la maladie. Nous le rencontrons également sur le terrain. Quand on dit qu'il faut cotiser pour prévenir la maladie, c'est comme s'il faut cotiser et appeler la maladie. Et comme tu ne comprends pas, ils sont réfractaires. Ils attendent d'abord quand le risque est là, il est sur place, avant maintenant de courir pour voir qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça. Donc, c'est autant d'éléments qu'on peut noter comme quelques difficultés qui peuvent entraver, en tout cas, le bon développement des mutuelles. Ajouté à cela, il y a l'offre de soins. Je crois que le docteur Nyamoego l'a si bien dit. Il y a des ruptures de médicaments qui, si quelqu'un cotise, et au mois d'août, quand il n'a rien, il se prend au centre de santé pour pouvoir bénéficier de sa prise en charge. Il se retrouve dans une situation où on dit qu'il n'y a pas de médicaments, ça décourage la personne. Et c'est autant d'éléments qui peuvent en tout cas entraver. Si on ajoute la gratuité qui est également un début de la mise en place de l'assurance maladie universelle, je crois que l'un dans l'autre, s'il y a un effort de communication auprès des élus locaux, parce que la mutuelle est communale, il faut que les élus puissent vraiment s'intéresser à la question pour pouvoir accompagner les mutuelles. L'un dans l'autre, si l'offre de soins également, avec le travail qui doit être fait pour pouvoir avoir une répartition géographique de l'offre de soins, je crois qu'on peut vraiment avancer dans ce sens. Monsieur le DG, Madame Soulama a évoqué tout à l'heure le rôle des mutuelles de santé dans le système du RAMU. Elle a également émis quelques attentes vis-à-vis de l'offre de soins. Cela nous conduit donc à parler du mode opératoire du RAMU. Comment seront dorénavant arrimées les fonctions offre, achat et contrôle? Les mutuelles de santé vont faire de la délégation, vont gérer des fonctions déléguées. Par exemple, le ciblage, l'enrôlement, la collecte des cotisations, la communication et peut-être même un peu de veille communautaire. La fonction d'achat est gérée par la Caisse nationale d'assurance maladie universelle. Maintenant, il existe la fonction contrôle. Parce que la Caisse achète des prestations auprès du ministère de la Santé. Quelquefois, on se trompe. La Caisse ne soigne pas. La Caisse achète ce qui est
vendus, entre guillemets, par le ministère de la Santé, avec la qualité développée par le ministère de la Santé, pour ces assurés. Et la Caisse va aller contrôler que ce qui est acheté répond effectivement à ce qui était prévu dans le contrat avec le ministère de la Santé. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a un contrat entre le DG de la Caisse et le ministre de la Santé. Ces fonctions de contrôle, jusque-là, étaient gérées par les ONG. On ne va pas changer une équipe qui gagne. Le système marche, on reprendra les mêmes et puis on fera la même chose. Maintenant, en intégrant la problématique assurance maladie universelle. La fonction offre des prestations, c'est le métier du ministère de la Santé et les professionnels de santé. C'est eux qui soignent. Ils soignent, la Caisse achète et fait contrôler par les ONG. Voilà comment les rôles sont définis. Pour finir, monsieur le DG, quels seront les prochains pas de la mise en œuvre du RAMU? La fin de l'année là va me permettre de chercher quand même quelques collaborateurs pour arrêter d'être seul. Donc, ça va être la mise en place des équipes, l'installation du conseil d'administration, etc. Et à partir de janvier, comme je vous ai dit, tous les schémas sont prêts. On lance les marchés d'acquisition du système d'information, des modules d'immatriculation. Pour que, au plus tard, c'est vraiment ce qu'on s'est fixé comme cap, à partir de mars, on commence l'immatriculation du secteur formel. Premier trimestre, on immatricule et on négocie les conventions avec les formations sanitaires, puisque c'est par convention que la Caisse peut assurer les prises en charge dans les formations sanitaires. Et vers fin deuxième trimestre, début troisième trimestre, on va dans les 4 régions de démarrage pour commencer l'immatriculation du secteur informel, pour que le dernier trimestre, chez eux aussi, on commence les procédures de prise en charge. Maintenant, comme je vous l'ai dit, il y a des promesses qui sont faites par les partenaires techniques et financiers. Chaque partenaire technique et financier vient avec ses promesses. Et donc, si on y prend garde, on va perdre des ressources. Et donc, nous avons proposé au Premier ministre que soit organisée une table ronde des partenaires techniques et financiers pour que ceux qui se sont déjà prononcés et aussi ceux qui sont encore hésitants viennent à Ouaga. On pense qu'on va le faire même ici. Et puis, pour qu'on organise le financement. Comme ça, chaque partenaire nous dit « je prends en charge tel aspect plutôt que tel autre ». Évidemment, l'État aussi a sa part de contribution qu'il va apporter. Donc, voilà pour les prochaines étapes. Mais, en principe, en 2019, chacun de nous ici devrait avoir au moins une carte d'immatriculation, voire sa première prestation versée. Et vous voyez qu'on parle de l'assurance maladie universelle. Et en tant qu'acteur du secteur informel, nous pensons qu'elle est la bienvenue. Et quand vous regardez dans notre secteur d'activité, c'est des acteurs économiques, mais qui ont des difficultés souvent pour avoir les soins de santé. Et à partir du moment où on a un peu compris le mécanisme, nous pensons qu'il faut qu'on accélère pour que nos collègues puissent en bénéficier.